Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire sur la thématique du cadmium dans la chaîne alimentaire, sur une thématique assez claire, comment la filière agricole peut protéger la santé des consommateurs. Au niveau des intervenants, M. Julien Dive, membre de l'Assemblée nationale, vice-président de la Commission des affaires économiques, M. Pascal Michaud, qui est secrétaire général de Safer Phosphate, le professeur Alfred Bernard, directeur de la recherche au FNRS, le Fonds national belge pour la recherche scientifique, Madame Bérénice Dupeux, chargée de mission principale pour l'agriculture au Bureau européen de l'environnement, Monsieur Ludovic Flandin, directeur du développement et des engagements RSE, responsabilité sociétale chez Truffaut, le groupe Louis Delhaize, Monsieur Jean-Sébastien David, chef de l'exploitation chez Ariane Phosphate. Merci en tout cas de participer à ce webinaire. Merci vraiment d'être avec nous. Alors, la sécurité alimentaire et la durabilité des sols suscitent une attention croissante, on le sait, de la part des médias, de la part des consommateurs et forcément des décideurs politiques. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour faire le point sur cette thématique, cadmium dans la chaîne alimentaire, comment la filière agricole peut protéger la santé des consommateurs. Le cadmium est présent dans les sols avec plus ou moins grande intensité selon les pays, on va en parler, mais toute la question porte sur la présence de cadmium dans l'alimentation. Forcément, ça nous concerne tous. Quelle est l'orientation politique à propos du cadmium? L'accent sur la santé est-il au cœur des préoccupations? Les enjeux économiques sont-ils réellement la préoccupation des différents acteurs? On en discute tous ensemble aujourd'hui. Je commence avec vous, monsieur le député. Quelle est la position de la France aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais, pour commencer mon propos, vous remercier de m'avoir associé à cet échange, à ce webinaire, sur un sujet important, qui est le rôle de l'agriculture, le rôle des agriculteurs dans la santé dans l'alimentation saine, de qualité et abordable, accessible pour toutes et tous. Je crois d'abord qu'il faut rappeler un point important. C'est qu'en France, les agriculteurs, c'est qu'en France, les pouvoirs publics ont engagé la filière agricole dans sa transition, la transition agroécologique. Il y a eu des dispositifs législatifs par le passé qui ont amené et qui amènent la filière agricole à assurer sa mutation. C'est pas simple parce que pendant des décennies, les acteurs agricoles ont eu des méthodes qui aujourd'hui sont discutées. Parce qu'ils ont aussi eu des habitudes, peut-être un peu simples. On les a encouragés à la simplicité. Et pour autant, on ne les sensibilisait pas aux enjeux du sol, aux enjeux de la qualité des sols. Et donc, moi, ce que je veux absolument aussi mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut surtout pas incriminer les agriculteurs. Je crois qu'en fait, il faut les accompagner. Cette transition agricole doit se faire, elle se fera. Les enjeux sont partagés à l'échelle européenne, au sein des États membres. Les enjeux sont bien sûr aussi engagés différemment au sein même de l'Union européenne. Certains États vont plus vite sur des sujets, d'autres ont pris un peu plus de temps. Récemment, en France, on a eu un débat sur le glyphosate, par exemple, qui a été assez houleux. Mais ce que je veux absolument mettre en avant, c'est le rôle des agriculteurs dans cette transition. Ce sont eux qui sont au cœur de la solution, qui sont au cœur des réponses à apporter aux enjeux climatiques, qui sont au cœur des réponses à apporter aux enjeux de santé publique. Et je pense que c'est avec eux qu'il faut assurer cette transition agricole. Et c'est comme ça que nous avons envie de porter nos messages à l'Assemblée nationale. Et en tout cas, je crois que c'est partagé sur l'ensemble des bancs, quelles que soient les positions politiques. Moi, je suis député de l'opposition, mais ça ne m'empêche pas de porter ce message et de le partager avec le ministre de fonction. C'est vraiment d'assurer que les agriculteurs soient associés à cette transition. Dans cette transition, je pense que la fausse bonne idée, vraiment la fausse bonne idée, c'est la taxe. Récemment, nous avons eu un débat sur une loi qui s'appelle la loi climat, où la réponse apportée à la réduction de la réduction du protoxyde d'azote ou la réduction d'ammoniac qu'on retrouve dans certains engrais, la seule réponse qui a été apportée par le biais d'un article de cette loi, ça a été la taxe. C'est-à-dire d'obliger quelque part les agriculteurs à arrêter certaines pratiques en les taxant toujours plus. Et moi, je crois que c'est une fausse bonne idée. Je crois qu'il faut
donner une trajectoire, définir une vraie trajectoire chiffrée. C'est valable pour le cadmium. Et pour le coup, il faut accompagner la filière, soit en mettant le paquet sur des investissements. Nous avons justement un programme qui s'appelle France Relance, dans le cadre de la relance, qui est aussi mené à l'échelle européenne, pour accompagner sur des investissements matériels, sur des investissements de recherche, qu'elles soient appliquées ou plus amont. Mais vrai besoin d'investir sur la recherche, je crois. Et je pense qu'en plus, sur un sujet comme celui que vous voulez aborder cet après-midi sur le cadmium, nous avons des alternatives. Ces alternatives, c'est la source, c'est l'approvisionnement en fait, des engrais phosphatés. C'est le débat sur le cadmium, et je pense que d'autres personnes pourront plus précisément le dire par la suite, c'est que nous avons des taux de cadmium différents selon d'où provient le phosphate. Et pour le coup, on a une vraie alternative. Là, on n'est pas en situation d'impasse. On est capable de donner une trajectoire sur la réduction des taux de cadmium dans les kilos de phosphate. On est capable, en face de cette trajectoire, d'avoir soit des sources d'approvisionnement différentes, soit un process de retraitement de ces phosphates qui amènerait à réduire les taux de ce métal lourd dans les engrais. Pourquoi? Parce que ce sont des métaux lourds, et ce sera dit après, qui restent dans les sols et qui sont surtout très néfastes pour la santé publique. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie conscience de la communauté scientifique sur la question du cadmium. L'ANSES, d'ailleurs, a remis en 2019 un rapport. L'ANSES, c'est quand même un organe de référence pour nous en France d'un point de vue scientifique. Chaque année, l'ANSES va retirer des autorisations de mise sur le marché, va en octroyer. L'ANSES va aussi donner des avis sur des dispositions législatives que nous, parlementaires, nous pouvons prendre. Donc, je crois qu'il faut aussi se fier à ce rapport de l'ANSES qui indique clairement qu'en France, il faut qu'il y ait un seuil maximum de 20 mg de cadmium par kilo de phosphate. Et ça, je pense qu'il faut pouvoir le transcrire, soit par décret, soit dans la loi. Et c'est quelque chose qu'on est capable de porter, qu'on devra porter dans la loi climat ou au travers de propositions de loi. C'est, je pense, le rôle du parlementaire, le faire. Et là, en plus, on a une vraie opportunité, c'est qu'il y a des alternatives, je le répète, ce qui n'est pas le cas dans d'autres situations. Est-ce que la position de la France est similaire à celle d'autres pays européens? Sur ce cas-là, je pense qu'il y a des pays européens qui ont pris le pas. Je crois qu'il y a quelques exemples. Je crois que c'est la Hongrie. Il y a d'autres pays qui ont pris le pas de renforcer ou de changer leur source d'approvisionnement des engrais phosphatés pour réduire les taux de cadmium. Je pense que le ministère y est sensibilisé, puisque, je le répète, l'ANSES a donné une préconisation. Ce que je note toutefois, c'est qu'aujourd'hui, ce débat-là n'est pas encore présent dans l'opinion publique. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, la société, pas que les médias, la société dans son ensemble, les citoyens sont sensibilisés à leur alimentation. Le contexte sanitaire qu'on a traversé en 2020, qu'on continue de traverser en 2021, ont rappelé que l'alimentation, c'était essentiel. D'ailleurs, les gens ont aussi changé leur comportement de consommateur, parfois en revenant même à des circuits courts. Je crois que ça, c'est très prégnant. Mais dans l'opinion publique, le débat sur le cadmium n'est pas encore suffisamment, en tout cas n'est pas aussi fort. Je vous parlais du glyphosate il y a quelques instants, parce que pour le coup, ce débat-là a été très fort dans le débat public en France. Il a été repris par des médias, il a été repris par des chaînes d'information. Il y a eu pendant 2 ou 3 ans des débats à l'Assemblée nationale. À chaque fois qu'il y avait un texte parlementaire sur la question agricole, la question du glyphosate est revenue. Sur le cadmium, c'est encore très discret. Je pense que ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il faut l'ignorer, mais voilà, moi je fais partie de ceux qui essaieront de pousser le sujet. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. Pascal Michaud, vous êtes le secrétaire général de CFR Phosphate. Quelle est la préoccupation première de CFR Phosphate aujourd'hui? Merci, Madame Beau. Tout d'abord, je remercie monsieur le député d'Yves pour son intervention. Je partage évidemment pas mal des éléments qu'il a soulignés à ce propos. Donc, l'objectif de CFR Phosphate est de sensibiliser la société aux risques que représente la présence du cadmium dans l'environnement et dans les aliments. Donc, il faut savoir que le cadmium est donc un métaux lourd qui est présent
dans la roche de phosphate. Donc, il y a différents types de roches de phosphate. Il y a des roches qui sont d'origine volcanique et puis il y a des roches qui sont d'origine sédimentaire. Selon le type de roche, on a une présence plus ou moins forte du cadmium. Donc, il faut savoir que le cadmium, c'est quand même une substance qui est classée par Genève comme une substance cancérigène de catégorie 1A, donc c'est-à-dire une cancérigène prouvée pour l'homme. C'est une substance qui est reprotoxique, donc qui a des effets sur la fertilité, sur le développement des enfants, et c'est une substance qui est également mutagène, donc qui engendre des mutations génétiques des cellules. Donc, en termes de classification, on se retrouve ici avec une substance qui a les pires classifications qu'on puisse imaginer. Donc, ce cadmium est présent naturellement dans la roche de phosphate et il est présent plus ou moins fortement selon le type de roche. Donc, il y a des roches où cette présence est à peine de quelques grammes, quelques milligrammes, et il y a des roches qui sont autour des 100 mg, 80 mg. Donc, l'objectif général est de baisser cette teneur en cadmium et l'objectif de ces phosphate est d'informer donc la société, les décideurs, des risques encourus par la société lorsqu'ils sont exposés au cadmium. Donc, que s'est-il passé dernièrement au niveau européen? La Commission européenne a fait une proposition ambitieuse qui avait pour but de fixer pour la première fois des limites maximales de la teneur en cadmium. Cette proposition, malheureusement, n'a pas été suivie par un certain nombre d'États membres. CFA Phosphate a rencontré l'ensemble des autorités à ce propos, a essayé de sensibiliser aux risques pour l'environnement et pour la santé. Ceci étant, on est arrivé finalement à un accord à minima, on peut dire, en 2019, avec un texte qui fixe une limite théorique, disons, de 60 mg par kilo. Donc, ça, c'est la limite qui a été fixée. Auparavant, il n'y avait pas de limite, on pourrait dire, c'est un grand progrès. Ceci étant, c'est bien loin des ambitions environnementales de la Commission qui voulait aller beaucoup plus bas. Comme l'a indiqué monsieur le député Dive, l'ANSES a suivi en 2019 donc l'agence française qui régule le risque et donc le risque à l'exposition pesticides, biocides et donc substances chimiques. L'ANSES a donc défini en 2019 une limite maximale, sachant qu'elle a considéré que la population française était exposée de manière excessive au cadmium et que donc il y avait un risque pour la santé publique. L'ANSES a fixé cette limite à 20 mg. Donc, pour donner une idée, l'Europe fixe 60, la France 20. Donc, on est 3 fois au-delà de la limite fixée par l'agence française. Comme l'a indiqué monsieur le député, certains États membres sont allés plus loin que ce qui est prévu par le règlement européen, comme la Hongrie, effectivement, qui est à 20 mg, la Slovaquie, la Finlande, l'ensemble des pays scandinaves, en fait, sont plus ambitieux et ont décidé d'aller au-delà de ce que prévoit ce règlement. Qu'en est-il au niveau français? C'est une bonne question. Un décret est en cours de préparation par le gouvernement. Ce décret, selon nos informations, ce décret n'est pas ambitieux. Ce décret simplement vise à implémenter le texte européen sans plus ni moins. Donc, il n'y a pas d'ambition verte souvent déclarée par le gouvernement et par le président Macron pour une agriculture plus durable. On constate, nous, qu'au niveau des engrais, ce n'est pas le cas. Donc, on aurait pu aller plus loin et faire comme la Hongrie ou d'autres et dire, voilà, on a une limite de 60, on va suivre la proposition de notre agence nationale et on va plus bas. Ça n'a pas été fait, apparemment, dans le projet de décret. Justement, il serait intéressant de le suivre puisque, comme l'a dit M. Dive, il y a la discussion en cours sur la loi climat. Donc, il s'agira de voir si pour les engrais, on fait une exception. Donc, ce sera un point à suivre. Un élément que je souhaite souligner, c'est que jusqu'à présent, et c'est un succès de nos activités à Bruxelles, jusqu'à présent, il n'y avait pas de label vert pour les engrais avec des faibles taux en cadmium, donc faible taux, c'est-à-dire en dessous de 10. Donc, on est bien en dessous de ce que prévoit l'ANSES. On a maintenant un label vert et donc ce label permettra
aux agriculteurs de sélectionner le type d'engrais qu'ils souhaitent utiliser, les engrais phosphatés. Donc, ça leur permettra de décider, je vais vers une agriculture plus durable ou pas. Et comme l'a dit M. Dive, l'objectif n'est pas ici de sanctionner l'agriculteur qui ne suivrait pas une approche durable, mais bien au contraire, de faire comme l'a proposé d'ailleurs le directeur général de la DGAL pour le biocontrôle, bien au contraire, d'encourager les agriculteurs à se tourner vers cette agriculture plus verte au niveau de l'usage de ces engrais et donc de bénéficier de subsides, comme pour le biocontrôle, subsides qui permettraient aux agriculteurs d'avoir un incentive pour se tourner vers donc, cette agriculture verte. Nous voyons là une possibilité de joindre par la suite l'agriculteur vers le secteur de la consommation, le retail, en s'assurant que en fait, le cahier des charges tienne compte de ce label vert. Et donc, ça permettrait d'avoir une approche systémique de la chaîne de production, ce qui est finalement l'objectif de la proposition de la Commission sur la fourchette, de la fourchette à l'assiette. Est-ce que, comme Monsieur le député le disait tout à l'heure, CFR Phosphate est également contre l'instauration d'une taxe? Oui, donc nous ne sommes pas favorables à l'instauration de taxes. En fait, bien au contraire, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les importateurs de phosphate propres, ceux qui bénéficieraient de ce label vert, donc nos membres, donc c'est-à-dire les phosphates issus du Canada, l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Russie, etc., toutes ces sociétés, en fait, doivent payer une taxe de 6,5%, alors que les producteurs d'engrais phosphatés qui sont en fait pollués par le cadmium, eux ne payent pas de droits de douane. Donc, il y a là un désavantage fiscal qui n'a aucun sens si on souhaite avoir une politique d'agriculture durable. Donc, nous, on serait plutôt enclin à dire supprimons ce droit de douane européen sur les engrais propres pour s'assurer que les agriculteurs ne soient pas désavantagés lorsqu'ils font acquisition de ces produits. Merci, Monsieur Michaud. On continue, je me tourne vers le professeur Albert Bernard. Alors, professeur Alfred Bernard, un éminent professeur en Belgique, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, directeur de recherche au FNRS, le Fonds national belge pour la recherche scientifique. Professeur, on a déjà évoqué l'ANSES à plusieurs reprises. Je crois que vous en faisiez partie par le passé. Pouvez-vous nous éclairer, grâce à des études scientifiques, bien sûr, sur l'impact du cadmium sur la santé? Voilà, en 7 minutes, ce n'est pas facile à faire, mais bon, je vais essayer de synthétiser les choses. On est flexible, vous avez remarqué. Avec une première diapositive dans laquelle j'explique que le cadmium est évidemment un métal lourd très cumulatif. Il s'accumule dans les sols, dans l'environnement, il s'accumule dans le corps humain, principalement dans le rein, qui est l'organe cible critique pour la plupart des scientifiques. Et il faut savoir que les lésions rénales surviennent à partir d'une certaine concentration dans le rein, qui a été estimée dans les années 80 par notre équipe, qui est de l'ordre de 160 ppm. Et l'effet critique qui résulte d'un excès d'une concentration supérieure, c'est ce qu'on appelle une protéinurie, c'est une excrétion accrue de protéines dans l'urine. Et actuellement, on a des tests extrêmement sensibles qui permettent de mettre en évidence ces effets à un stade infraclinique lorsqu'ils sont encore réversibles, ou du moins n'ont pas un impact sur la fonction rénale. Donc ça, c'est un point important. Nous n'avons pas affaire à une maladie, mais à des effets infracliniques. L'autre aspect qui est unique au cadmium, il n'y a aucun élément qui présente cette propriété, c'est que, du moins à forte exposition professionnelle ou environnementale, la charge corporelle ou la concentration, la quantité stockée dans le rein se reflète dans l'urine. Et donc, à la concentration critique de 160 ppm, on a une concentration critique dans l'urine de l'ordre de 4 à 5 microgrammes par gramme de créatinine. Et j'ai repris ici 2 figures tirées de nos travaux. L'une figure à gauche est une étude menée en Chine avec une équipe suédoise, et l'autre, c'est une étude menée en France chez des travailleurs exposés au cadmium, donc par inhalation, Chine, par ingestion, et on voit très bien apparaître ce son. Alors, du point de vue réglementaire, parce qu'ici, on a affaire à une réglementation du cadmium dans les phosphates, dans l'alimentation, l'élément qui est important, c'est la seconde diapositive, c'est que pour établir des normes, il faut établir des doses journalières tolérables.
Et ici, je dois dire que pour le scientifique que je suis, et j'ai publié des travaux là-dessus récemment, il y a quand même une certaine confusion. La confusion débute en 2009 lorsque l'EFSA, une autorité de sécurité alimentaire donc en Europe, revoit la dose hebdomadaire tolérable de cadmium qui était de 7 et elle décide de l'abaisser à 2,5 microgrammes par kilo, donc sur base hebdomadaire. Et cette décision est basée sur l'analyse de 54 études épidémiologiques qui sont reprises dans la figure. Et de façon, c'est assez troublant, mais toutes ces études sont menées en Asie. Et les élévations extrêmement importantes qu'on voit au niveau de ces protéines sur une échelle logarithmique sont observées en Asie. Donc ça, c'est assez troublant. Mais qu'importe, l'abaissement de la dose hebdomadaire tolérable a pour conséquence qu'une partie de la population en France comme en Belgique dépasse cette dose. Et ce sont notamment les enfants et les bons mangeurs de chocolat notamment, de même que les végétariens. Et à juste titre, l'EFSA décide de la nécessité de revoir, donc d'abaisser l'exposition de la population. Et puis survient ensuite le JECFA. Le JECFA, c'est le Joint Expert Committee for Food Additives, qui dépend de l'OMS et du FAO. Et le JECFA fait le même travail que l'EFSA, avec exactement la même base de données, et aboutit cependant à une dose hebdomadaire tolérable de 6 microgrammes par kilo, c'est-à-dire pratiquement ne change pas la dose qui était de 7 autrefois. Et pour le JECFA, si vous lisez le rapport, il conclut qu'il n'y a pas de risque, même pour les gros consommateurs de chocolat ou les végétariens. Et puis la situation se complique maintenant avec un rapport très intéressant qui est sorti par l'ANSES en 2017. Et là, je commence à devenir un peu perplexe parce que fait l'ANSES? L'ANSES change d'organe cible. L'ANSES, contrairement aux autres agences, considère que ce n'est pas le rein l'organe critique, mais c'est l'os. Et les effets critiques, ce n'est pas une protéinurie infraclinique, c'est beaucoup plus sévère que ça. C'est une déminéralisation osseuse avec des fractures de l'os. Et plus troublant encore, l'ANSES va dériver donc une concentration critique, ce qu'on appelle une valeur toxicologique de référence, de 0,5 microgrammes par gramme de créatinine, c'est-à-dire une valeur 10 fois inférieure à celle retenue par l'EFSA et le JECFA pour les lésions rénales. Et avec un modèle mathématique, l'ANSES va calculer une dose hebdomadaire tolérable qui est proche de celle de l'EFSA. Et avec les mêmes conclusions, il faut réduire l'exposition humaine. Donc ça, c'est très important. Et donc, il est vrai qu'il faut maîtriser donc, le taux de cadmium dans les phosphates. J'ai lu le rapport de l'ANSES. Cette étude, ce n'est pas vraiment mon domaine, mais l'ANSES conclut qu'il faut abaisser à 40 ppm pour avoir une diminution sur un siècle pratiquement des concentrations de cadmium dans le sol. Et puis, il parle de 20 ppm, mais là, je serais extrêmement prudent parce que l'argumentation qui est derrière ce 20 ppm, ce sont les effets osseux. Et là, je crois, j'ai pas mal publié là-dessus des articles, il faut faire très attention parce que le cadmium, vous avez beaucoup d'associations non causales, des associations secondaires, et l'explication est bien simple, c'est que le cadmium est absorbé en même temps que les métaux essentiels, comme le fer, le zinc, les éléments essentiels, plutôt le calcium, il est excrété aussi associé aux protéines. Donc ça, il faut être très prudent avec ces associations qu'on voit avec toute une série d'effets. Et l'explication, la confusion, à mon avis, j'ai publié ça récemment, provient de l'extrapolation. La signification du cadmium comme indicateur de la charge corporelle a été établie dans les années 80 chez les travailleurs exposés professionnellement dans l'industrie, ainsi qu'en Asie, chez les gens massivement exposés au cadmium. Et on a extrapolé cette signification faible valeur. L'EFSA et le JECFA a pris le modèle d'Amsal, et vous voyez dans ce modèle, on voit que le cadmium augmente de 0 à la naissance jusqu'à un maximum à l'âge de 60 ans de façon monotone. L'ANSES, à ma grande surprise, prend un modèle, une modélisation plus ancienne, publiée par mon collègue le professeur Norberg dans les années 78, donc il y a 40 ans, on reprend ce modèle, à ma grande surprise, et ces deux modèles, au fond, ne collent pas à la réalité. La dernière figure que nous avons publiée à droite montre effectivement une augmentation qui n'est pas monotone. Et on voit apparaître chez les enfants des concentrations en cadmium qui sont proches de l'adulte. Et l'explication est bien simple. C'est que l'enfant qui est en croissance a besoin de beaucoup de zinc, et le zinc est associé, le cadmium qui est associé au zinc dans la nature de l'alimentation, et bien il suit de façon opportuniste. Donc c'est une augmentation qui est d'ailleurs réversible. Lorsque la demande en zinc diminue, le cadmium diminue. Et puis on voit par exemple une autre différence intéressante, c'est les femmes qui ont plus de cadmium. Mais l'explication est simple. Ça a été décrit il y a 30-40 ans. On sait que si on a un stock en fer inférieur,
et c'est le cas des femmes, on absorbe plus facilement le cadmium. Et enfin, si vous regardez la variation sur l'échelle, qui est une échelle logarithmique, vous voyez un facteur 10 pour un même âge. Et cette variation énorme reflète l'influence quasi prépondérante de facteurs qui ne sont pas de la charge corporelle, notamment la fonction rénale. On a publié tout ça. Vous avez des associations qui sont de nature physiologique parce que le cadmium est excrété en même temps que les protéines qui servent de marqueurs de toxicité. Donc là, tout ça mérite réflexion, mais le message est clair. Il faut contrôler le cadmium dans l'environnement. La Belgique, comme le Japon, étaient des pays massivement pollués historiquement. Il faut être très prudent avec le phosphate parce qu'à la longue, vous avez une accumulation irréversible et un passage donc, dans l'alimentation. Un message quand même rassurant, c'est que le cadmium, certes, il est cancérogène, mais il n'est pas au niveau de l'alimentation. Il n'y a aucune étude qui a démontré, même en Asie, avec des expositions massives, un risque accru de cancer. Donc, c'est un risque professionnel. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur. Bérénice Dupeux, vous êtes chargée de mission, je le disais tout à l'heure, de mission principale pour l'agriculture au Bureau européen de l'environnement. Est-ce qu'il y a une sensibilisation, on constate quand même une sensibilisation croissante du grand public aux questions de l'alimentation, de la santé, de la durabilité? Est-ce qu'à votre niveau, vous pouvez nous éclairer? Où en est-on à votre niveau? Est-ce que cette sensibilisation est réelle et concrète? Oui, le grand public est de plus en plus sensible à ce genre d'argument, le grand public, mais également les politiques. À l'heure actuelle, la stratégie de la ferme à la fourchette illustre bien de la prise de conscience des politiques au plus haut niveau, au niveau européen, d'essayer de transformer notre système alimentaire de manière plus durable. Aujourd'hui, même la Commission a publié sa communication sur sa stratégie, son plan d'action zéro pollution. Donc, il y a vraiment une prise de conscience et une volonté au niveau européen d'agir. Alors, on n'est pas tous d'accord, on est tous assez d'accord sur le problème, on n'est pas tous d'accord sur les solutions à apporter à ce problème. Quand on parle du cadmium, on fait souvent l'amalgame avec les engrais phosphatés. Alors, c'est vrai que le cadmium est présent dans les engrais phosphatés et excusez-moi, je perds mes mots, je cherche mes mots en français. Quand ça provient de certaines sources, la concentration varie assez significativement dans les engrais. Mais ça ne vient pas seulement des engrais phosphatés. Il faut savoir par exemple qu'en France, donc 50% du cadmium apporté au sol provient des engrais phosphatés, mais le reste vient de l'épandage des effluents d'élevage, du fumier, mais également un petit peu de la déposition du cadmium, de la déposition atmosphérique et un petit peu des bouts d'épuration. Donc il faut regarder, quand on veut régler le problème du cadmium, il faut regarder les choses de manière un peu plus globale que seulement sur les engrais phosphatés. Alors, pour diminuer, le Bureau européen de l'environnement a également travaillé au niveau européen sur la proposition de loi des fertilisants en 2019. On poussait pour avoir une réduction justement de cette limite en concentration à 20 mg. Malheureusement, on a eu un compromis à 60 malgré le vote au niveau du Parlement européen derrière ce 20 mg. Mais il y a eu quand même une mobilisation qui a été faite et une sensibilisation par rapport à ce sujet. Alors, je voudrais revenir sur les solutions auxquelles on peut apporter. Vous avez parlé de taxes, vous avez parlé de subventions vers des engrais, disons, labellisés verts. Comme le cadmium provient de plusieurs sources et qu'aujourd'hui en France, mais partout en Europe, on a des excès de fertilisation et ça engendre des problèmes de pollution, notamment des pollutions importantes et des phénomènes d'eutrophication dans nos rivières. Nous, on voit le problème, disons, un petit peu dans un autre sens. On se dit d'abord, on va essayer de réguler la source. C'est-à-dire, il faudrait tout simplement utiliser moins de fertilisants et d'utiliser seulement ce dont on a besoin et pas en excès. Éviter tout simplement de jeter par les toilettes et de tirer la chasse la moitié de ce que finalement les agriculteurs achètent. Donc, la première chose à faire pour nous en termes de vraiment de soutenir le monde agricole à produire mieux, c'est vraiment avoir une balance de nos nutrients apportés aux plantes qui soit beaucoup plus équilibrée qu'à l'heure actuelle.
La deuxième chose que l'on remarque, si on regarde la distribution du cadmium apporté au sol, par exemple en France, on voit qu'en Bretagne, le cadmium est surtout apporté par des effluents d'élevage, tandis que dans des bassins de grande culture, comme dans le bassin parisien, le cadmium est apporté par des engrais phosphatés. On voit bien que notre système agricole, basé sur une spécialisation de nos exploitations agricoles, atteint des limites aussi pour le cadmium. C'est le cas pour d'autres dimensions environnementales, on peut en parler plus longuement, mais en ayant des exploitations très finalement spécialisées, on arrive à nos limites, disons, environnementales, c'est-à-dire qu'on ne sait plus faire, on a un excès parce qu'on a tout simplement une production, par exemple, d'animaux trop importante et pas assez de terre pour finalement épandre nos effluents d'élevage. Et c'est le contraire dans des zones, disons, de grande culture, où là, on a très peu de production animale et on se retrouve à acheter des engrais phosphatés qui ont une teneur en cadmium assez élevée. Donc, il faudrait repenser notre système alimentaire et aller vers des modèles beaucoup plus diversifiés au niveau de l'exploitation, mais aussi au niveau du territoire. Donc ça, ce serait pour nous les deux drapeaux sous lesquels on devrait d'abord investir de l'argent public. La troisième chose que je voudrais rappeler, c'est que, bien sûr, on est toujours sous le principe de pollueur-payeur au niveau européen. Et donc, bien sûr que les utilisateurs d'engrais plus polluants, pour nous, devraient finalement compenser pour les dommages établis. Donc, je crois que là, j'ai résumé et j'ai rattrapé un petit peu le temps de nos confrères qui avaient peut-être débordé sur les 7 minutes. Et donc, je crois que j'ai résumé un petit peu notre vue sur comment gérer un petit peu le problème du cadmium. Et comme vous n'êtes pas encore à 7 minutes, j'aimerais bien encore aller plus loin. Votre avis précisément, votre réaction sur ce label vert dont on parlait tout à l'heure? C'est un label à peu d'impact parce que le premier facteur de décision pour un agriculteur, ça va être quand même le prix. Ce n'est pas un label qui est reconnu par les consommateurs. Il ne va pas pouvoir le valoriser plus tard lorsqu'il va, même s'il fait de la vente directe, ce n'est pas quelque chose qu'il va pouvoir vraiment valoriser sur son prix de vente. Donc, c'est quelque chose qui va être difficile. Ça a très peu d'impact. Actuellement, et c'est pour ça, le problème, c'est que ça ne devrait pas être les personnes qui préservent l'environnement qui finalement doivent mettre la main à la poche, mais bien ceux qui polluent l'environnement qui devraient contribuer un peu plus et compenser le reste de la société. Et un mot peut-être sur le point de vue des agriculteurs. Est-ce que peut-être la jeune génération, la nouvelle génération est plus sensible et plus amène à changer et à s'adapter à ces changements? Alors, je ne peux pas parler en tant que jeune agricultrice, mais de mes échanges avec eux, ce que l'on observe, c'est que actuellement, les jeunes agriculteurs, s'ils veulent pouvoir s'installer en tant que jeunes agriculteurs, ils rencontrent des difficultés, notamment des difficultés économiques, car le système actuel est basé sur ce qu'on appelle les paiements directs. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que pour changer le système agricole actuel, pour changer le modèle agricole dans lequel leurs parents, par exemple, ont fonctionné, ça leur est très difficile avec les outils qu'ils ont en main. On défend un statu quo actuellement et un jeune agriculteur qui veut changer, et il y en a, rencontrera énormément de barrières pour pouvoir le faire. Et alors, dernière question, au niveau de cette question de société qui, visiblement, comme on le disait tout à l'heure, semble pas au cœur des préoccupations du grand public. Qu'est-ce qui va faire que le grand public va pouvoir être sensibilisé à ça? Ou est-ce que vous pensez qu'il devrait être davantage sensibilisé à ça? Mais le grand public devrait être conscient de ce qu'il mange. Je crois qu'il y a des efforts de toutes parts. On pourrait imaginer que une campagne, notamment, il y a des aliments qui sont pas, enfin, la teneur en cadmium des aliments n'est pas la même par rapport à tous. Donc, peut-être qu'il y a des publics qui sont plus fragiles, qui devraient être d'autant plus sensibilisés par rapport à cette problématique. Donc, et ça, c'est le rôle des pouvoirs publics. Ce n'est pas le rôle, et malheureusement, c'est actuellement le cas, des organisations environnementales ou autres qui font des campagnes pour sensibiliser le public. Normalement, quand on parle de protection, notamment toxicologique, hein, c'est le rôle des pouvoirs publics de faire ça. Merci beaucoup. Merci Bérénice Dupeux.
Ludovic Flandin, je me tourne vers vous. Vous êtes directeur du développement et des engagements RSE, responsabilité sociétale chez Truffaut, le groupe Louis Delhaize. À votre tour de nous expliquer quel est, au niveau RSE peut-être, d'abord pour commencer, la problématique du cadmium. Est-ce que c'est une problématique qui vous tient à cœur? Alors, donc, sur le cadmium en détail, d'abord, merci beaucoup pour cette intervention. On n'a pas véritablement de réaction aujourd'hui des consommateurs. Moi, je m'occupe du coup au sein du groupe Louis Delhaize à la fois de Truffaut, mais aussi des enseignes comme Cora ou les supermarchés Match, qui sont présents dans pas mal de départements français, notamment dans l'Aisne, je pense. Donc, du coup, c'est pour nous quelque chose qui est important, c'est en fait de reconsidérer la place de l'agriculteur par rapport au monde de la distribution, donc agriculteur, producteur alimentaire ou producteur de végétal horticulteur. Et donc, on a établi, bien sûr, pour chacune de nos enseignes et de nos équipes, une stratégie. Et ce qui ressort véritablement depuis quelques mois, quelques années, c'est qu'aujourd'hui, l'agriculteur n'est pas simplement un fournisseur, un producteur. Pour nos équipes, les clients, les gens, les consommateurs s'intéressent à ce qui se passe dans l'exploitation. Ce qui s'y passe d'un point de vue humain, par rapport à des réussites, à des histoires familiales, mais aussi parfois à des tragédies, ce qui s'y passe en termes de biodiversité. Et donc, ils sont plus simplement intéressés, bien sûr, par le prix et l'origine locale du produit, de la fleur, du végétal, de la patate, etc., mais aussi de ce qui se passe dans les territoires chez les agriculteurs. Donc, du coup, ce qu'on essaye de mettre en place, et ce qui est vraiment, pour le coup, notre préoccupation majeure, c'est que chaque directeur de site, d'hypermarché, de supermarché, de jardinerie, connaisse peu à peu les producteurs locaux autour de son magasin et commence à engager non simplement une relation commerciale avec eux, qui maintenant est vraiment au top de la stratégie. C'est aussi important que le bio, quasiment, pour nous, mais bien sûr pour des gens comme Intermarché, etc., qui sachent ce qui se passe chez ces producteurs et qui engagent avec eux des programmes d'action concrets, pas simplement sur le prix, sur la quantité, mais aussi, par exemple, sur la biodiversité de son exploitation. La présence de haies champêtres. Là, on est aidé notamment avec des plans étatiques maintenant qui sont développés en France, mais qui font vraiment du bien sur tous ces sujets. Des actions aussi en termes de jeunesse, que les écoles, les lycées soient impliqués par rapport à l'agriculteur. Donc, on est en train de faire appel à pas mal de partenaires autour de ça pour mettre en place des logiques, notamment de levée de fonds auprès de nos clients. Il y a des mécanismes que vous connaissez sans doute comme l'arrondi en caisse, qui permettent en fait de flaguer, de faire passer des financements via nos clients, mais aussi via nous, pour que les agriculteurs soient soutenus dans leurs initiatives, pas simplement de production, mais aussi de biodiversité, de respect de l'environnement, d'arrêter l'érosion des sols, et puis de mieux utiliser, bien sûr, des fertilisants, des engrais comme ceux dont on parle aujourd'hui. Donc, je dirais que c'est à travers ça qu'on a l'impression que véritablement les consommateurs s'intéressent de plus en plus à ce qui se passe chez les agriculteurs. Et c'est un sujet qui est vraiment de plus en plus fort. Je prends juste un exemple. On soutient donc chez Truffaut une association qui s'appelle Des enfants et des arbres, qui permet en fait de mettre en relation des instituteurs et des agriculteurs pour que des lycéens, des collégiens aillent planter des arbres chez des agriculteurs. On a levé en 3 semaines 45 000 € auprès de nos clients. Et donc, on a pu financer 12 projets en France. Et donc, ensuite, il y a une mise en avant en magasin, bien sûr, de ces producteurs locaux et de leurs initiatives, notamment en faveur de l'environnement. C'est ce biais-là c'est véritablement l'action locale parce que le consommateur, il commence à être complètement paumé. On voit d'ailleurs des initiatives comme Yuka, qui aujourd'hui s'est intéressé à la santé, qui lance maintenant des initiatives pour que les gens puissent avoir des informations sur tout ce qui est label, carbone, etc., etc. Il y a tellement de labels et de démarches pour un consommateur qu'au moment de choisir ce petit poids dans le rayon, en fait, il n'a pas le temps et il n'a pas la capacité de tout analyser. Et du coup, on parlait tout à l'heure de rapprocher ces discussions et cette problématique du cadmium auprès du grand public. Ça vous paraît encore compliqué? Le grand public n'est pas prêt à rentrer dans ce type de sujet-là? Alors non, en fait, ce qu'il veut comprendre surtout, c'est comprendre des belles histoires et des histoires positives. Donc, si dans nos initiatives qu'on soutient, parce que maintenant chaque magasin a un réseau de producteurs voisins en Belgique, de producteurs locaux, etc., on a une histoire de conversion, de passage d'un phosphate plus nocif à un phosphate plus intéressant, ou alors d'un projet qui englobe ça, c'est ça qui l'intéresse en fait. Là où il va déclencher une fidélité à un acte d'achat récurrent qui va aller au-delà des labels, au-delà de la quantification. C'est vraiment ça qui l'intéresse.
Peut-être que ça ne représentera que 2% de son panier, de sa consommation sur l'année, mais c'est de ça dont il va parler, dont il va être fier et qui va en fait faire sa contribution à ce genre de sujet. C'est ça. C'est et on parlait de la santé tout à l'heure avec le professeur notamment. Est-ce que l'une de vos priorités, j'imagine, est d'assurer que vos produits soient sûrs pour le consommateur? Alors, oui, tout à fait. Ça, c'est un mouvement général qui a commencé notamment aussi chez Carrefour. Hein. On revisite l'intégralité des recettes, des formulations. On a de plus en plus de produits qui sont fabriqués par nos équipes en magasin, parce que des magasins comme des hypermarchés, ce sont des outils de production aussi. Hein. On a des boucheries, des artisans qui font en faire véritablement plein de produits sur place. Et donc, on a engagé un objectif pour arriver à 100% de nos recettes qui sont analysées et reformulées pour éliminer ce qui peut être considéré comme potentiellement inquiétant pour la santé des consommateurs et aller et donc l'afficher en magasin par rapport à ça. C'est ça, d'où ma question tout à l'heure. J'essaie de comprendre l'intérêt d'un label vert. Est-ce qu'un label vert, ça ne donnerait pas, même si bien sûr on le sait, il y a de plus en plus de labels aujourd'hui, mais est-ce qu'un label vert ne donnerait pas un message clair aux consommateurs pour dire là, vous pouvez y aller, c'est sûr? Je vais vous prendre un autre exemple qui va vous faire rire sans doute. C'est donc dans les jardineries chez Truffaut, on a énormément de clients qui veulent des plantes vertes, donc des plantes d'intérieur bio. Donc évidemment, ils ne vont pas les manger. Mais ce sujet du label et de la démarche en fait derrière est vraiment prégnante dans tous les secteurs de consommation. Donc on a commencé à offrir des plantes d'intérieur, des plantes vertes bio, parce que ça participe de ce besoin de se réassurer. Donc, bien sûr, hein, ça fait partie quand même, moi, je pense, auprès des consommateurs, de ce genre de démarche nécessaire, de toute façon. Merci beaucoup. Jean-Sébastien David, j'arrive chez vous. Vous êtes chef de l'exploitation chez Ariane Phosphate. Pouvez-vous, du coup, nous exposer la position du Canada? Donc, premièrement, un grand merci de m'avoir invité, d'avoir pensé à vos amis de ce côté-ci de l'Atlantique. Oui, effectivement, il y a un questionnement qui se pose de plus en plus, mais je ne vous cacherai pas qu'on traîne des pieds. Donc, nous traînons des pieds depuis quelques années, mais je vous dirais depuis un an et demi, on regarde ce qui se passe en Europe. Donc, les gens, le fédéral, donc c'est une compétence fédérale, il faut comprendre ici pour le Canada. Et nous avons des normes en place, mais des normes qui sont difficilement vérifiables. Donc, le nombre de ppm peut varier, dépendamment du degré d'application dans les champs, va varier de 20 à 177. Et donc, c'est énorme comme variante, mais d'autant plus, c'est plus difficilement vérifiable auprès des agriculteurs. Donc, je pense qu'il y a eu une espèce de réveil de conscience là-dessus. Et moi, j'ai été rencontré, je comprends que le parti d'opposition officiel à Ottawa table sur quelque chose. Il faut comprendre que les normes actuelles sont valides jusqu'au 26 octobre 2023. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait une modification et c'est clair que les yeux sont tournés vers l'Europe à regarder qu'est-ce qui se passe de ce côté, de l'autre côté de l'Atlantique. Sur un autre, au sud de notre frontière, du côté américain, vous avez trois États de l'Ouest, donc l'État de Californie, Washington et Oregon, qui ont une certaine vision et qui essaie de faire un certain contrôle. Mais je crois que le programme qui va le plus influencer, ce sera le programme qui a été mis en place par la FDA aux États-Unis, qui s'appelle Closer to Zero, donc s'approcher vers la réduction totale au niveau de la présence de métaux lourds, dont le cadmium fait partie de la liste, pour l'alimentation des bébés et des jeunes enfants. Donc, le programme consiste à regarder de quelle manière nous pouvons, que les États-Unis peuvent réduire ce degré de la présence de cadmium dans la nourriture des enfants.
Et c'est clair que si vous regardez le site, ce qui est pointé du doigt, c'est la source même. Donc, essayez d'éviter de faire de l'application d'engrais avec le cadmium. Donc, on est tardivement, il y a une espèce d'éveil, mais on voit que c'est une préoccupation de plus en plus grandissante. Je ne vous cacherai pas que peut-être une des raisons du côté ici du Canada, donc le côté est, le fait que chez nous, dans notre gisement, on a moins de 1%. Moins de 1 ppm, donc moins de 1 gramme de cadmium. Donc, pour plusieurs, disent à quoi bon de fixer quelque chose quand vous avez déjà une présence quasi nulle de cadmium. Mais le fait est, l'Amérique est en déficit au niveau des engrais phosphatés et il y a de plus en plus d'importations. Et ces importations-là, on s'aperçoit qu'il y a une plus forte présence de cadmium. Donc, je pense que le réveil vient aussi de là. Et où en est-on au niveau réglementation, justement, à ce niveau-là? Bon, comme je vous mentionnais, le 26, donc on passe là on est à 20, selon le degré d'application, on est à 20 ppm 44 ou 177. Mais encore une fois, difficilement contrôlable. Donc, on s'attend qu'à compter du 26 octobre 2023, il y aura des changements. Un exemple concret, moi, j'ai une exploitation agricole. Je suis sous label bio, mais dans mon cahier de charge pour l'utilisation de la roche phosphatée, la norme est à 90. Donc, moi, j'étais renversé lorsque j'ai fait l'application et j'en ai même parlé à mon député fédéral. J'ai dit, mais ça n'a aucun sens. Regardez ce qui se passe ailleurs. Moi, c'est clair que j'appliquais de notre propre produit à 1 ppm, donc il n'y avait pas de souci, mais on a encore un gros pas à faire, mais on voit que c'est en train de changer. Il y a une espèce d'éveil de conscience là-dessus. Et où en est-on au niveau de l'opinion publique? Est-ce que le sujet du cadmium est parfois discuté sur la place publique? Je vous dirais pas beaucoup. Est-ce que c'est le fait qu'on a des grands espaces? Est-ce que c'est le fait que nous avons des très grandes cultures? Les gens se préoccupent moins parce que plus c'est grand, plus on néglige. C'est un peu peut-être pour ça qu'on se traîne les pieds, d'ailleurs. Et je vous dirais que la perception du public change grâce à des nouveaux projets qui arrivent dans les chaînes de production. On leur dit, voici, on est une solution à la problématique actuelle. Les gens, d'ailleurs, nous avons signé 2 contrats avec 2 sociétés européennes et on sait très bien que ces 2 sociétés européennes-là vont prendre notre matériel et vont faire un mélange pour réussir à rééquilibrer les taux de cadmium. On est en discussion avec des sociétés américaines. Du côté des États-Unis, c'est beaucoup plus l'aspect, je vous dirais ici, de la radioactivité. Donc, la radioactivité, pour nous, est encore plus importante et ça, c'est dans l'opinion publique, ça, c'est dans les journaux. Vous avez qu'à taper sur Google Floride radioactivité, et là, vous allez voir toute l'ampleur de la problématique des phosphates contaminés avec la radioactivité. Et c'est clair que ça, c'est également un enjeu qui est pris en considération. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais vérifier quel type de questions nous avons reçues. C'est le moment certainement de répondre à des questions. J'en lis une notamment. Une personne nous dit, si j'ai bien compris l'intervention du professeur Bernard,
le cadmium ne poserait pas de problème dans l'alimentation. C'est bien cela, c'est uniquement pour la problématique cancer que vous faisiez cette remarque. C'est une question pour vous, professeur Bernard. Est-ce que c'est une remarque qui concerne uniquement le cancer? Cette personne a cru comprendre que le problème était pour les personnes qui manipulaient le cadmium et non pas un problème lié à l'ingestion. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, professeur Bernard, sur cette question? Non, oui. Donc, pour être clair, le cadmium est cancérogène, mais uniquement par inhalation dans l'industrie. Et certains types d'industries, notamment aux États-Unis, ça a été bien démontré. Donc, le message que j'ai voulu donner, c'est qu'en science, évidemment, il faut regarder différents avis. Et donc, moi, je vois que le GECFA considère qu'il n'y a pas de problème, je vois que il y a un problème, et puis je vois évidemment, je suis un scientifique, et je travaille sur la base de preuves. Donc, nous avons publié énormément d'articles sur le cadmium, on a fait énormément d'études en Belgique depuis pratiquement 40 ans, parce qu'on est un pays historiquement pollué par le cadmium, comme le Japon. C'est pour ça qu'on a étudié le cadmium beaucoup plus que les Américains l'ont fait d'études. Et donc, ce qui se passe, effectivement, les preuves, donc mon inquiétude venait un peu des effets des fractures osseuses de cette étude suédoise. J'ai collaboré avec ces Suédois, on a eu des projets ensemble. Et là, il manque la preuve de la causalité. En science, quand vous avez une association, il faut être sûr qu'elle est causale. Vous avez en épidémiologie des tas d'associations qui ne sont pas causales. Et si vous regardez comment les Américains travaillent les pieds, vous prenez les rapports, les gros rapports de 1000 pages qu'ils font actuellement, systématiquement, ils vérifient si l'association est causale. Et donc, je pense que l'ANSES aurait dû faire ça parce qu'il n'y a pas de preuves. J'ai des doutes. Et donc, on ne peut pas faire une réglementation avec des doutes. Il faut que la science soit solide. Et donc là, quand je vois ça, je me dis, mais ils auraient dû vérifier ça et ça. Donc, moi, je pense qu'il faut des normes pour le cadmium dans les phosphates, surtout dans les pays qui ont été fortement pollués comme la Belgique ou le Japon. On ne peut pas augmenter davantage le taux de cadmium dans les sols, mais il faut être quand même prudent parce qu'il y a des pays qui n'ont peut-être pas les moyens d'acheter des phosphates plus chers ou d'éliminer le cadmium. C'est quand même un élément qui est normalement présent dans la croûte terrestre. Et donc, il faut être quand même très prudent. Il faut voir donc les retombées économiques et la santé de la population. On parle très peu du cadmium dans la population. Mais vous savez, les risques d'alimentation, ce n'est pas du cadmium. Hein. Ce sont les produits transformés, ce sont les charcuteries. Les cancers, c'est lié à ça. C'est surtout après. Donc, c'est en aval des productions agricoles que les risques apparaissent. L'acrylamide est un cancérogène, groupe de A, vous le retrouvez de tous côtés, dans les frites, dans les charcuteries. Donc, il y a des cancérogènes dans l'alimentation, mais ce n'est plus tellement les métaux. Le plomb a disparu pratiquement. Le mercure, on l'a banni pratiquement. Le cadmium est en train de diminuer. Et donc, les vrais risques sont liés à la façon dont nous préparons les aliments. Ça, il faut garder à l'esprit que les cancérogènes du groupe 1 de l'IARC, c'est par ingestion, ce sont les produits transformés, notamment tout ce qui est transformé par cuisson et aussi les additifs. Et donc, il faut quand même faire une stratification dans les risques et je crois que le cadmium est un problème qu'on est en train de résoudre. Les Américains n'ont pas beaucoup d'intérêt pour le cadmium, ils ont fait très peu d'études, mais c'est un problème qui est lié aux pays industrialisés comme la Belgique, surtout gros producteurs européens, le Japon, la Chine également. Nous avons fait des études en Chine parce que c'est des pays qui sont fortement industrialisés et qui ont des déficiences en zinc. Donc, il ne faut pas oublier qu'une déficience en zinc facilite l'accumulation de cadmium. Merci beaucoup. Ce serait intéressant également d'entendre M. Michaud, peut-être en réaction à cette question. Pascal Michaud, puisque l'objectif de Safer Phosphate est d'informer la société des risques, une réaction peut-être à cette question? Oui. Donc, il a été conclu par l'EFSA que le cadmium représentait un risque pour la santé humaine et pour la chaîne alimentaire. Je pense qu'effectivement, ça a été confirmé par l'ANSES dans son rapport de 2019. Donc, nous, on part du principe que dès lors qu'il y a des sources alternatives sans cadmium de phosphate, il faut se tourner vers ces sources alternatives. Ça, c'est l'objectif de Safer Phosphate et de ses membres. Ces sources alternatives sont disponibles et le coût de ces phosphates n'est pas plus élevé que pour des phosphates pollués par des métaux lourds. Ça a été dit et reconnu par le monde agricole. Donc, ce n'est pas une question de coût, c'est une question ici d'opportunité environnementale. Soit on souhaite une société plus verte, plus durable, et dans ce cas-là, il vaut mieux se passer des métaux lourds si c'est possible.
Et donc, il faut, comme l'a dit Madame Dupeux, on doit aller vers moins d'utilisation d'engrais. Je pense qu'on peut défendre cette thèse. La question est quel type d'engrais? Donc, c'est un peu comme les pesticides. On a besoin des pesticides pour produire. La question est quel type de pesticides veut-on avoir dans l'environnement? On veut supprimer les pesticides qui posent le plus de risques, ceux qui sont classés cancérigènes, mutagènes et autres. Et ben, dans le cas des engrais, pourquoi on ferait une différence? Autant supprimer ou réduire fortement l'usage des engrais avec des substances cancérigènes, mutagènes et autres. Donc, on réduit. Donc, notre idée, c'est de dire réduisons l'utilisation de manière drastique des engrais pollués par les métaux lourds et donc favorisons, de par de là même, les engrais qui sont propres et verts. Donc, ça pourrait être un objectif du décret français, ce serait de justement encourager la restriction des engrais pollués et favoriser les engrais verts. Ça, c'est un peu la logique que nous suivons. Merci beaucoup. J'encourage les participants qui nous suivent à poser des questions. Surtout, n'hésitez pas, nous avons des intervenants de choix et de qualité, en tout cas pendant ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Tout le monde est là pour vous répondre. En attendant que les questions arrivent, Pascal Michaud, une question subsidiaire à celle que je viens de vous poser. Mais du coup, pourquoi, si des sources alternatives existent, qu'est-ce qui fait qu'on ne se tourne pas vers elles systématiquement et qu'est-ce qui bloque? En fait, c'est une question vraiment de marché. Jusqu'à présent, la plupart du marché européen est approvisionné par les pays du Maghreb en termes de phosphate. Donc, il faut savoir que le plus grand producteur de phosphate au monde, c'est le Maroc. Il détient les plus grandes mines au monde. La Tunisie a énormément de mines également et est un grand producteur. Et donc, à peu près 60% du marché européen, naturellement, dépend donc de ces producteurs donc nord-africains. Ils ont historiquement une présence sur le marché qui fait que pour des nouveaux entrants, disons, il y a un effort supplémentaire à faire et il y a une démarche à faire auprès des agriculteurs pour justement les sensibiliser sur un nouveau type de produit qui est meilleur pour l'environnement. Ça prend du temps et comme ça a été dit, il n'y a pas encore une sensibilisation, il n'y en a même pas du tout, je dirais, du monde agricole peut-être et de la société au risque que pose le cadmium pour la santé et pour l'environnement. Il y a, comme l'a dit le professeur Bernard, des zones en France où il y a des taux de cadmium importants. La région Rhône-Alpes est polluée par le cadmium très largement. Je pense qu'au niveau d'autres régions dans le sud-ouest, il y a un problème aussi en termes d'accumulation de cadmium et donc de prise par la plante et donc ça se retrouve d'une manière ou d'une autre dans l'assiette. C'est un peu l'analyse de l'ANSES. Donc, évidemment, tous les pays européens ne sont pas dans la même situation. La Pologne est excessivement polluée en termes de cadmium. Donc, la Belgique, comme l'a dit le professeur Bernard. Donc, évidemment, on ne peut pas dire que c'est la même chose partout. Mais voilà, je pense qu'il y a une possibilité d'avoir des nouveaux acteurs plus présents, mais il faut que la société, comme elle le fait d'ailleurs avec les pesticides ou les additifs, dans une moindre mesure, il faut que la société pousse et demande plus de transparence et plus de durabilité pour aussi un élément fondamental de la production agricole. Bérénice Dupeux, ça me tourne vers vous. Du coup, je suis curieuse d'avoir votre analyse par rapport à cette question qui vient d'être posée. Si des sources alternatives existent, qu'est-ce qui fait que les agriculteurs ne se tournent pas forcément vers elles aujourd'hui? Je crois que ça a été expliqué actuellement. C'est une histoire de marché et donc c'est plus une question d'accès que de source, quoi. Moi, ce qui me frappe là dans la discussion, c'est que vraiment on se concentre sur l'engrais lui-même, quoi, alors que le phosphate en lui-même, avec ou sans cadmium, est actuellement une source de pollution. Donc, je pense qu'il faut revoir les choses un petit peu de manière globale. Il ne faut pas seulement, disons, réguler
Et je suis tout à fait d'accord, il faut des alternatives. Les alternatives sont là en termes d'engrais phosphatés. Il est bien évident qu'il faut se tourner vers ça, mais il faut aller vers une réduction drastique, et je dis bien drastique, à l'horizon 2030. Et nous, la Commission européenne a demandé une réduction de 50% des excès de nutriments. Nous, tous les engrais, disons, chimiques devraient tout simplement être abandonnés à long terme, à l'horizon 2050. C'est-à-dire que actuellement, notre système alimentaire nous conduit dans le mur. Alors, ça nous conduit dans le mur par rapport à l'érosion de nos sols, par rapport à la pollution des eaux, elle nous conduit dans le mur par rapport au réchauffement climatique. Donc, oui, le cadmium est un problème en France, en Belgique, en Pologne, mais regardez seulement le problème des engrais phosphatés, c'est vraiment regarder les choses par la petite lorgnette. Il faut s'intéresser aux sources de cadmium qui sont également dans les effluents d'élevage. Comment eux ne sont pas du tout régulés, on n'en parle pas là aujourd'hui, mais les effluents d'élevage sont aussi porteurs de métaux lourds. Donc, il n'y a pas d'études vraiment très poussées là-dessus. Ce n'est pas du tout dans le débat aujourd'hui ou dans un autre débat. Donc, il faut regarder les choses au niveau de l'exploitation agricole. Comment peut-elle mieux gérer finalement ces intrants et être moins dépendante à des intrants de synthèse, de manière générale, que ce soit pesticides, fertilisants, chimiques, etc. Donc, vraiment avoir une voie globale. Jean-Sébastien David, est-ce que vous voulez réagir à ce que vient de dire Bérénice Dupeux? Écoutez, encore là, je vais mettre mon chapeau d'agriculteur. Donc, voilà. Et oui, effectivement, on veut en mettre le moins possible et je vous dirais que la conscience, de ce côté-ci, les gens ont vraiment pris conscience d'essayer d'en mettre le moins possible. On a fait les suivis de nos rivières. Il y a eu, je vous dirais, des années 70, 80, 90, on a vu un très grand changement, une très grande réduction. Donc, il s'applique beaucoup moins d'engrais. Et je pourrais dire qu'il y a beaucoup d'engrais alternatifs qui est regardé. Donc, la récupération de toutes sortes de sous-produits. Et ça a son cours présentement. Donc, oui, effectivement, il faut regarder cet aspect-là de moins en mettre, de moins en appliquer. Mais encore une fois, il y a des carences. Il va y avoir des carences à combler. Et ces carences-là, on se dit, arrivons avec des produits qui sont un peu plus verts et qui sont, je vous dirais, j'appelle ça des produits actuels. Donc, la société évolue, il faut que les produits évoluent. Donc, ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est une réaction avec ce que Pascal mentionnait tout à l'heure. Je suis assez bien placé pour vous dire que le monde du phosphate, je vais vous le dire, c'est un boys club. Donc, essayez d'entrer dans ce boys club-là pour des nouveaux groupes, des gens qui ont des nouveaux projets. C'est tout qu'un défi, je vous dirais. Donc, nous, oui, le fait d'arriver avec un phosphate avec moins de cadmium, c'est clair que ça l'a intéressé des gens, mais il faut aller au-delà de ça. Dans notre cas, il faut prouver, ce qu'on est en train d'essayer de trouver peut-être un label c'est sur les GES émis lors de la production. Donc, ce qu'on veut, c'est de pouvoir fixer un nombre de GES par tonne de phosphate pour pouvoir se comparer aux autres, pour démontrer que nous, en employant l'hydroélectricité dans les opérations, notre empreinte carbone est beaucoup moins. Donc, il faut aller encore au-delà pour réussir à pénétrer un nouveau marché et on se dit, une fois qu'on aura fait notre place, ça va peut-être encourager d'autres joueurs à venir se joindre. Encore une fois, il faut offrir à la population des produits qui sont du temps. Donc, il faut toujours s'améliorer et il faut regarder, il faut arrêter de regarder en arrière, il faut regarder en avant. Et il existe des solutions et il existe des produits. Il s'agit juste de pouvoir s'en servir.
Alors, gardez votre casquette d'agriculteur. Il y a une question qui est arrivée, vous pourriez peut-être y répondre. On nous demande quel est le coût à la tonne pour retirer le cadmium des engrais phosphatés, comme cela a déjà été effectué pour les phosphates à destination de l'alimentation humaine et animale. Ben, il va falloir poser la question à quelqu'un qui est obligé de retirer le phosphate. Dans notre cas, à nous, naturellement, la roche, c'est une roche volcanique, n'amène pas de cadmium. Donc, nous sommes à 1 ppm donc, il n'y a pas de cadmium. Donc, il n'y a pas une problématique pour aller soutirer. Donc, c'est clair qu'on n'a pas ces coûts-là. Lorsqu'on parlait tout à l'heure, est-ce que le prix de ce produit-là peut être plus dispendieux? Absolument pas. S'il est plus dispendieux, bien, on ne pourra pas atteindre les marchés. Donc, il faut être compétitif. Et donc, c'est une question seulement de bien faire les choses et on y regagne sur la concentration. Donc, pourquoi qu'on réussit à compétitionner des produits qui sont beaucoup moins chers à produire? C'est parce qu'on réussit à faire un produit qui est beaucoup plus concentré. Donc, vous déplacez du matériel et vous avez votre économie là, dans ça. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas fixer un prix parce que je n'ai pas eu à faire face à cette problématique-là. Je peux vous donner, Madame Beau, je peux vous donner une idée du prix. Le prix pour décadmier tourne entre 10 et 15 $ la tonne, sachant que le prix de la tonne tourne autour des 100 $. Donc, on est à peu près à 10% plus ou moins du coût, du prix final pour décadmier. Donc, ça reste une marge substantielle si on investit dans la décadmiation pour le producteur. Merci beaucoup. Monsieur le député, Monsieur Julien Dive, je me retourne vers vous presque à la fin de ce webinaire. J'aimerais votre réaction sur tout ce qui a été dit, peut-être. Une réaction et voilà, une analyse. Comme vous avez parlé le premier, vous pouvez peut-être nous donner votre avis sur tout ce que vous avez entendu depuis votre intervention. Merci. Je pense que je suis pas agriculteur, mais je suis issu d'une famille d'agriculteurs et j'en côtoie toutes les semaines puisque je viens d'une région agricole. Ce sont des sujets sur lesquels je travaille en tant que parlementaire. Mais je ne connais aucun agriculteur qui se lève le matin avec l'obsession d'aller épandre des engrais ou des pesticides dans les champs. Lorsque c'est fait, c'est qu'il y a une nécessité parfois qui est soit la mise en danger de la culture. L'an dernier, on avait dans notre région la jaunisse de la betterave qui s'est extrêmement développée, soit parce que c'est pour aussi assurer la fertilisation des sols. Maintenant, j'entends parfaitement qu'il y a eu, et je l'ai même dit dans mon propos introductif, qu'il y a eu 2 générations, je pense, au sortir de la guerre, à qui on a dit « dépêchez-vous de produire, il faut produire ». D'ailleurs, on a remembré nos territoires, on a fait des grandes surfaces, produisez, parce qu'on a un enjeu, c'est la famine. Au lendemain de la guerre, il fallait nourrir les populations, qu'elles soient françaises, européennes et mondiales. Je crois que c'est encore un enjeu de notre époque, puisque nous serons 10 milliards dans quelques décennies sur cette planète et qu'il y aura, en plus de la question de l'empreinte carbone, en plus de la question climatique, le sujet de l'alimentation et de l'eau potable. Et donc, je pense que ces enjeux-là resteront forts et il faudra que nos agriculteurs arrivent à s'y adapter. Et je reprends mon historique où j'explique qu'il y a au lendemain de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, on a poussé tous nos agriculteurs et on leur a dit produisez. Et ce qui s'est produit, c'est que beaucoup, sans leur donner de conseils d'ailleurs, et sans les protéger eux-mêmes d'ailleurs, on produit avec des substances dangereuses pour la planète, dangereuses pour eux. Et sans méthode, sans méthodologie. Et vous savez, c'est un peu comme lorsqu'un paquebot est lancé et qu'il faut inverser les moteurs pour le faire reculer. Même lorsque les moteurs sont inversés, le paquebot continue encore d'avancer. Certes, plus lentement, mais il continue d'avancer. Et c'est la même chose avec l'agriculture. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde a bien compris qu'il y avait une tendance inverse à mener, mais elle ne se fait pas comme ça. Elle ne se fait pas du jour au lendemain. Déjà, on ne vit pas en agriculture comme on vit sur les réseaux sociaux. L'agriculture, ce n'est pas 140 caractères. L'agriculture, c'est une météo. C'est une météo qui évolue. On vit au jour le jour presque. On doit connaître son sol, on doit connaître
les écosystèmes et la biologie de son sol. Donc, ce n'est pas une science exacte non plus. Je crois qu'il faut vraiment faire confiance à la nouvelle génération d'agriculteurs qui a compris les enjeux, l'ensemble des enjeux, qui change de méthode. D'ailleurs, nous, dans nos écoles agricoles, il y a quand même beaucoup de changements dans les formations, dans les pratiques. On oriente davantage sur des pratiques respectueuses de l'environnement, recourir de moins en moins à des produits phytosanitaires, etc. Je pense qu'on a une vraie dynamique. Il ne faut pas jeter la pierre, et il faut surtout éviter de jeter la pierre à ceux qui nous nourrissent. Et encore une fois, je pense qu'il vaut mieux les accompagner. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on a eu la question de la taxe, je pense que ce n'est pas la taxe qui résout le problème. Ce n'est pas la taxe qui amènera les agriculteurs à changer. Je crois que c'est la formation d'une part, c'est la prise de conscience, et je crois qu'elle est là. Et c'est les moyens, parce que pour pouvoir investir, il faut avoir les moyens. Et nous avons, nous, dans notre pays, je ne sais pas si c'est le cas dans les autres pays d'Europe, mais nous avons dans notre pays en France, un tiers des agriculteurs qui se versent un salaire inférieur au seuil de pauvreté. Il faut l'avoir à l'esprit, ça. Et pour faire tourner une boutique, parfois, il faut soit que la conjointe ou l'épouse exerce un métier, soit l'agriculteur exerce d'autres métiers. Et donc, ce n'est pas si simple que ça. Et je pense qu'il faut davantage accompagner que taxer. Nous n'avons pas abordé dans notre débat un point fort, c'est la PAC, la nouvelle PAC, la politique agricole commune, avec les stratégies nationales qui sont déployées dans les États. Nous avons dans cette PAC, qui est quand même assez inédite, qui marque un tournant fort d'un point de vue environnemental avec les éco-régimes ou les éco-schemes. Je pense que la question de réduire les engrais, les traces de cadmium dans les engrais, et d'autres d'ailleurs, pourrait être un accompagnement, un encouragement pour être éligible aux éco-régimes et donc bénéficier peut-être plus d'accompagnement, d'aide vers une transition. Et je pense que ce serait plus intelligent que taxer. Merci beaucoup. Merci. Pour finir, encore une question suite à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que vous pensez, comme Ludovic Flandin, que rapprocher l'agriculteur du consommateur peut faciliter la sensibilisation? Bien sûr, mais je crois que beaucoup de consommateurs, d'ailleurs, s'initient à l'agriculture. On voit des gens qui tournent la page de leur activité professionnelle dans les grandes banlieues, etc., qui s'installent et qui essaient de s'installer et s'initier à l'agriculture, et pas uniquement s'initier, en faire leur métier. Donc, c'est tant mieux. Je crois que les outils numériques nous permettent aussi de davantage mieux connaître ce qu'on mange, de connaître aussi les productions que l'on a à côté de chez soi. Il y a plein d'applications, il y a plein de sites d'e-commerce qui se développent localement pour promouvoir justement les agricultures respectueuses de l'environnement, qu'elles soient bio, qu'elles soient haute valeur environnementale, qu'elles soient engagées dans une transition. Donc, on a une bonne sensibilisation du public, mais je pense qu'il faut aussi, dans le public, il faut aussi faire confiance à la science. Nous avons la chance d'avoir dans notre débat un professeur, un éminent professeur, et je crois que c'est important d'avoir la science au cœur de nos réflexions. Parce que trop souvent, on s'emballe dans nos débats, dans nos confrontations, sur des idées reçues, sur de l'émotion, des reportages parfois à sensation font aussi des dégâts dans la compréhension des citoyens. Moi, j'ai déjà eu quelques exemples d'agriculteurs qui étaient en bio, qui sont venus, qui étaient en train dans leur champ, qui se sont fait insulter, qui se sont fait traiter de pollueurs alors qu'ils sont en bio. Parce qu'en fait, il y a une méconnaissance. Donc, c'est important de pouvoir garder le lien entre agriculteurs et consommateurs, mais il faut aussi placer la science, parce que pour moi, je pense que c'est la science qui a raison. C'est la science qui arrivera aussi, non pas à jouer le rôle d'arbitre, mais à éveiller les consciences des deux côtés, consommateurs et producteurs, et aussi rassurer les uns les autres. En tout cas, c'est la science qui peut placer le curseur quand même Oui. au bon endroit. Merci beaucoup. Il y a une question qui s'adresse à Bérénice Dupeux. Cette personne nous dit « Je ne comprends pas ce que dit Bérénice Dupeux. Pourquoi faire la chasse aux engrais de synthèse quand elle dit dans la même intervention qu'on trouve du cadmium dans les effluents d'élevage? En quoi du cadmium issu d'un engrais de synthèse serait-il plus préjudiciable que du cadmium apporté par un effluent d'élevage? Je trouve la logique cadmium-phosphate, qu'il soit de synthèse ou autre, plus logique. » C'est vrai que le cadmium est
un impact sur l'environnement qui est tout aussi négatif, qui viennent des effluents d'élevage ou qui viennent des engrais phosphatés. Mais comme M. Bernard l'a expliqué, le cadmium s'accumule dans nos organismes. Il s'accumule dans l'organisme humain comme il s'accumule dans l'organisme des animaux. Donc, effectivement, si on continue à nourrir nos animaux dans une logique en produisant des céréales qui ont reçu des engrais phosphatés, on va continuer à avoir des effluents d'élevage qui auront des concentrations en cadmium plus élevées. On est dans une boucle, en fait. En fait, il faut suivre le cycle de l'eau. Tout simplement, on est dans une boucle, donc tout est interdépendant. Cependant, qu'est-ce qu'on voit dans les engrais phosphatés? On voit une grosse variation. Et quand je prends la concentration en cadmium et l'application en moyenne par hectare des effluents d'élevage, on est quand même dans des concentrations plus faibles que ce que l'on retrouve dans les engrais phosphatés. Donc, même s'il y a une accumulation du cadmium dans les effluents d'élevage, on est quand même sur des concentrations beaucoup plus faibles que dans les engrais phosphatés qu'on utilise communément en France, par exemple. Donc, en diversifiant notre système et en réincluant l'élevage dans des zones où on fait exclusivement de la production céréalière et en diminuant l'élevage dans des zones où on fait de l'élevage intensif, on permet de rééquilibrer un petit peu la balance et on ne règle pas seulement à long terme, parce qu'il faut voir sur du long terme, ça s'accumule dans le sol. Donc, c'est pas tout d'un coup, si on utilise un engrais phosphaté avec une teneur en cadmium très basse, ça ne veut pas avoir un impact sur l'environnement de manière immédiate. Ça va prendre des années. Il faut vraiment, on n'est pas à l'échelle d'une année, là, on est à l'échelle de décennies avant que ça ait un impact significatif sur l'environnement. Mais en changeant notre système agricole, notamment, on règle le problème du cadmium, le problème de la pollution due à un excès nutriments, surtout c'est reconnu, c'est établi par la science. Là, le curseur, il y est placé, qui est dû à une surfertilisation dans le milieu agricole. On va également régler d'autres problèmes qui est lié à la structure de nos sols agricoles. On sait que l'apport d'ajout de matières organiques, ça permet d'avoir une meilleure structure de nos sols. Donc, ça permet en fait une meilleure absorption, d'utiliser moins d'intrants ici, aussi à long terme. Donc, on va régler plusieurs impacts que nous avons actuellement sur l'environnement sur du long terme. Donc, ça nous permet de cocher plusieurs cases. C'est pour ça que oui, peut-être que sur le court terme, il est nécessaire d'essayer d'avoir un décret français qui limite la teneur en cadmium du phosphate. Mais vraiment, ce que je demande aujourd'hui, c'est qu'on ait une réflexion sur du long terme où on essaie de régler plusieurs problématiques environnementales et non pas juste en mettant des petits pansements sur des problèmes que l'on voit de manière plus ponctuelle. Merci beaucoup. Monsieur Michaud, est-ce que vous voulez réagir à ça? Oui, en fait, je voulais remercier monsieur le député Dives pour son commentaire. Je pense qu'effectivement, on n'a pas abordé la question de la PAC. C'est un excellent point. Les éco-schemes sont effectivement une possibilité pour le gouvernement français de prévoir des enveloppes pour aider les agriculteurs à une transition écologique. C'est un élément qu'on a nous-mêmes soulevé avec des députés européens. Et donc, la France, maintenant, a la possibilité, puisque les plans nationaux stratégiques doivent être élaborés par les gouvernements pour utiliser et justifier le budget national de la PAC. Pourquoi le gouvernement ne prévoirait pas justement une enveloppe de quelques millions pour aider à la transition vers l'achat d'engrais propres, d'engrais verts, donc sans cadmium ou avec des taux très faibles de cadmium? Ça, je le rejoins. Je pense que ce serait bien si justement il y avait un débat ou des questions parlementaires au gouvernement sur ce point-là. Et deuxième chose, sur ce fameux décret qui devrait sortir, nous dit-on, autour du mois de septembre ou du mois d'août, sur ce fameux décret français qui traduit donc ce règlement européen. Donc, je fais appel à M. Dives et donc au Parlement pour que, justement, on ait un objectif français plus ambitieux que l'objectif vraiment à minima de l'Union européenne de ces 60 mg
L'ANSES nous parle de 20 mg. Peut-être on trouve un compromis, mais il faut aller au-delà des 60 mg pour que la France prétende être leader en matière d'agriculture durable. Parce qu'on a des discours sur certains aspects, sur le biocontrôle, réduction des pesticides, etc. Et ici, on ferait exactement l'inverse de ce qui est défendu. Donc, si le Parlement français, M. Dive et l'ensemble de ses collaborateurs peuvent attirer l'attention de manière très insistante du gouvernement sur ce point-là, on aura peut-être un décret un peu plus en phase avec les déclarations politiques. Merci beaucoup. Monsieur Dive, je termine chez vous. La balle est dans votre camp. Et moi, j'entends tout à fait monsieur Michaud, et je suis absolument d'accord. Sur le principe, il faut aller beaucoup plus loin que la simple application du règlement européen. Je pense qu'on peut le faire en plus en le graduant. On n'est pas obligé d'appliquer du jour au lendemain. On peut le graduer. 60, 40, 20, c'est faisable comme plafond. Il y a le décret d'une part, il y a la loi, puisque la loi provoque un décret aussi. Donc ça peut être par le biais d'une proposition de loi. Ça peut être la loi climat. Je vous ai dit, la loi climat, nous en avons débattu il y a maintenant quelques semaines. Elle est au Sénat. Elle reviendra en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. C'est le circuit classique du Parlement français. Donc, ça peut être l'opportunité en deuxième lecture de placer cet enjeu-là, au même titre qu'il a été placé sur d'autres thèmes, comme les engrais azotés, et pourquoi pas sur la question du cadmium. En tout cas, j'y regarderai avec attention et avec plaisir pour être accompagné. Merci beaucoup. Merci à tous pour avoir participé à ce webinaire. Merci de nous avoir consacré un peu de votre temps précieux. On le sait. Merci, Monsieur Dive. Merci, Pascal Michaud. Merci, Professeur Bernard. Merci, Bérénice Dupeux. Merci, Ludovic Flandin. Et merci jusqu'au Canada à Jean-Sébastien David. Merci à tous. Bonne fin de journée. Parfait. Merci, au revoir. Merci beaucoup, bon après-midi.